Hop là, pardon. Qu'est-ce que tu fous? On tourne? Bah oui, c'est pour ça que je me suis mis en tenue. Tu vas tourner avec le casque, tu sais qu'on va pas t'entendre et que t'es pas pilote de Formule 1. Votre manque de foi me consterne. T'es pas Dark Vador non plus. Allez, c'est bon, je préfère passer à la sponsor direct plutôt que d'entendre autant de mauvais esprits. Tu veux pas parler des t-shirts avant? Ce qu'on fait, c'est qu'on en parle à la fin de la vidéo. Voilà, on vous met le timecode ici. La nouvelle boutique est en ligne. Il y a plein d'exclusivités, même des éditions limitées, et puis tous les anciens designs. Donc, on en reparle à la fin de la vidéo. Et nous, on tourne. Et nous, sponsor. Et le sponsor. Dans notre métier, chaque dixième de seconde compte. Un dixième de retard, et c'est la victoire qui vous échappe. C'est pour ça que nous, les pilotes, on adore Waifu. Tu sais que t'es toujours pas un pilote de Formule 1? J'ai un tout petit peu d'ambition, tu me la casses dans l'œuf. Ouais, et puis les pilotes font super attention à leur alimentation. T'es sûr pour Wayfood? Alors oui, Wayfood, c'est des bars, c'est également des boissons repas qui t'apportent tous les nutriments nécessaires dans la journée quand t'as pas le temps. Tu vas pas remplacer tous tes repas par ça. C'est juste que plutôt que de bouffer des trucs pas intéressants, pas bons nutritionnellement, Wayfood t'apporte une solution bien plus intéressante. En plus de ça, comme c'est l'été chez Wayfood, ils débarquent avec leur gamme fruity, de la mangue, de la pêche et nouveauté, de la cerise. J'ai déjà l'eau à la bouche rien que d'y penser. Je vais d'abord terminer la sponsor. Évidemment, si vous êtes plus bar, il y en a aussi, avec la merveilleuse, dont je vous parle tout le temps, saleté de caramel. Et si vous êtes plus noisette, il y a la saleté de noisette, ou du fruit avec les fruity raspberry. Mais les pilotes prennent aussi le temps de shaker. Ah ouais, carrément, pour fêter la victoire? Mais bien entendu, en off, c'est pas du champagne qu'ils boivent, c'est du Wayfood. Pour le côté shaker, vu que c'est moi qui shake le mieux, vous avez évidemment du fruit. Bah ouais, c'est l'été comme on l'a dit, avec Happy Banana pour un max de bonne humeur, Fresh Berry pour un max de bonne humeur, et mon petit préféré, café. C'est des fruits maintenant le café. T'es pilote de Formule 1 ou nutritionniste? Il y a aussi Creamy Cookie et saleté de caramel, etc. Toujours pas des fruits. Va piloter Max, moi je finis la sponsor puisqu'apparemment t'as pas le temps. Vous nous connaissez, on arrive avec 10% de réduction avec le code Genius YouTube. Profitez de leur goût édition limitée, le cerise pépite, et savourez l'été avec Wayfood. Mercredi sort sur nos écrans enfin le film ultime sur la F1, F1 de Joseph Maverick Kosinski avec Brad Pitt, et c'est finalement le premier film sur la F1 depuis Rush réalisé par Beau Papa. Enfin, ex-Beau Papa, hein, bien sûr. Ron Howard en 2013. Et finalement, le premier film contemporain depuis quoi Grand Prix avec Yves Montand et Toshiro Mifune en 1966. Alors oui, je vois ce que vous voulez dire, il y a eu aussi Driven avec Stallone. Et non, je peux pas dire du mal de ce film. Il est imparfait, mais Stallone y est tellement touchant, il y a une telle passion qui s'en dégage que je défendrai toujours ce film. Ok, on peut tenter un génie incompris sur Driven, je vous l'accorde, mais pas... C'est non. Non, là ça va vraiment parler de F1. Driven, c'était à peu près, donc ça compte pas. Depuis l'engouement de la série Netflix Drive to Survive, la F1 rassemble un public plus large qu'avant, et comme vous avez adoré la première vidéo avec plus d'1 milliard de vues, parce que vous l'avez tous partagé en masse comme celle-ci, je me suis dit, pouf, épisode 2, avec encore plus d'inventions, encore plus cons. On a terminé le précédent épisode en parlant de la fameuse Tyrrell P34 à 6 roues victorieuse en 1976. Et bien là, la March 2-4-0, c'est l'inverse. 6 roues aussi, toujours, mais avec 4 à l'arrière cette fois. Et 0 victoire, et même 0 départ. Si le concept de la Tyrrell était assez intéressant, dès 1977, elle a commencé à montrer ses limites, notamment à cause de la différente taille de pneus entre l'avant et l'arrière. Tous les détails donc dans la dernière vidéo. Mais le designer Robin Hurd se dit alors que plutôt que de mettre 4 roues à l'avant, on va les mettre donc à l'arrière, ce qui va permettre d'avoir 6 roues cette fois de la même taille, et donc tous les avantages qui vont avec. Problème, il faut l'architecture qui va avec. Il faut une double transmission et une boîte de vitesse spéciale adaptée à cette architecture. Et le souci, c'est que l'écurie March ne roule pas sur l'or. Il va donc falloir jouer serré. Malgré les difficultés de conception, il pique des pièces un petit peu à droite à gauche sur les anciennes monoplaces, etc. La voiture est présentée à la fin de la saison 1976 et tout le monde adore. La presse spécialisée, les pilotes, etc. Même si la boîte se désintègre lors de l'essai. Ils corrigent le problème et reviennent en début de l'année d'après, et le pilote d'essai est totalement conquis par la puissance de traction phénoménale de la bagnole. Seulement voilà, le temps de développement, le manque d'argent et la complexité rendent l'alignement de la voiture sur un GP impossible. On n'était pas loin, on était à ça, mais voilà. Et j'aurais vraiment aimé voir ce que ça aurait pu donner sur la piste. Mais voilà, la March 2-4-0 restera un simple mais magnifique prototype, mais qui ouvrira quand même la voie à d'autres recherches.
marche. Williams tentera un développement similaire en 1982, avant que la FIA sonne la fin de la récré et ne bloque toute tentative d'exotisme en limitant les bagnoles à seulement 4 roues. Et puisqu'on est chez March, on va rester chez March. Un peu plus tôt dans son histoire, Robin Herd avait commis cette absolue merveille, la March 711 qu'on avait rapidement évoquée dans la dernière vidéo. C'était le début des ailerons et on savait pas trop quoi en foutre. On avait bien compris le système général, mais il fallait encore tester. Donc dans le doute, il a foutu cette espèce de queue de castor en mode de table de pique-nique, des fois que les pilotes aient envie de taper un petit casse-graine en bord de piste pour pouvoir taper le rouquin et le Jésus entre deux tartines de pâté au cèpe sans tout saloper. Au final, des résultats pas honteux avec des pilotes comme Niki Lauda ou Ronnie Peterson qui finira deuxième du championnat en 1971, mais Dieu que c'est laid. Il est où le cucu, elle est où la tétette? Le truc est à peu près aussi agréable à regarder que Franck de Matador saper en écolière kawaii. Non, je vous ai pas généré l'image, je vous laisse imaginer. Pour moi c'est trop tard, c'est bon, j'ai l'image en tête. Allez, pour vous laver les yeux, je vous laisse avec un visuel de Sydney Sweeney, Henri Cavill et de ma toutoune d'amour. Et donc toujours ce même problème d'aéro. On a longuement parlé, toujours dans la dernière vidéo, et le principe c'est qu'il faut arriver à plaquer la bagnole au sol, passer dans l'air qui va appuyer sur la charrette pour qu'elle ait un maximum de grippe, que l'air passe dessous et aspire la voiture, pour vraiment la plaquer au sol dans les virages, et faire circuler l'air autour de la bagnole pour qu'elle refroidisse les freins et alimente le moteur, tout en faisant en sorte de ne pas la ralentir dans les lignes droites, et de ne pas créer de traînée à l'arrière qui va aspirer la voiture et donc la ralentir. Et donc, à partir de là, faut trouver des solutions. Toutes les solutions. Vraiment, toutes les solutions. En 1998, les mecs de chez Tyrrell potassent le règlement un peu en désespoir de cause et se disent « Eh, mais il y a nulle part écrit que c'est interdit de mettre des ailerons dans tous les sens, genre la deuxième transformation de Freezer. Eh, mais pas con ça, Freezer il est super fort. Je suis sûr que si on faisait un truc comme ça améliorerait notre bagnole. » Du coup, bim, sous l'impulsion de Harvey bref, le cousin de celui-ci probablement, et de Mike Gascoigne, voilà, ça c'est plus facile à dire, la Tyrrell 026 1998 X-Wing. Ça me dit quelque chose le nom, t'es sûr que c'est pas déjà pris? T'occupes, fais comme si de rien n'était, de toute façon dans 2-3 ans plus personne n'en parle. Les ingénieurs, parce que ce n'était pas interdit, fixent donc des petits ailerons ultra fragiles sur les côtés pour capter le flux d'air dû aux turbulences des roues. C'est un immobile, le Kundelich, c'est hyper fragile ça. Tout comme aucune loi en France ne t'interdit d'aller poser une pêche en plein milieu du salon de ton meilleur pote sans le prévenir. Enfin, je sais pas, peut-être. Faudrait demander à un spécialiste. Seb, si tu peux arrêter de caresser ta chatte. Non, en effet, aucune loi ne dispose explicitement l'interdiction de déféquer chez un ami à toi au milieu de sa pièce de vie. Ah, très bien. Bonne nouvelle. Cependant, l'article R635-8 dispose que le jet d'immondice est une infraction passible d'une amende de 1 500 €. Et une jurisprudence ancienne et constante considère que les déjections sont des immondices. Ah bon? Ah bon. Ben non, du coup, ça non plus, t'as pas le droit. Putain, j'en ai marre. Et dans l'absolu, ça marche pas trop mal. On estime que la bagnole a gagné 5% d'appui aéro et d'autres équipes comme Prost au Grand Prix ne vont pas tarder à l'imiter. Problème, la FIA est un peu prise à son jeu. Ok, elle l'avait pas interdit, mais elle avait quand même en tête que personne n'allait foutre ça et que c'était un peu interdit sans le dire. Pourquoi on mettrait pas un deltaplane au-dessus carrément, ou une ombrelle façon Mario Kart ou les fous du volant? Donc là, la FIA change le règlement pour stipuler explicitement que c'est interdit. Et sans ces ailerons dangereux et fragiles, l'écurie Tyrrell finira le championnat en fond de classement, ainsi que son histoire en Formule 1. L'écurie sera rachetée l'année suivante par BAR, British American Racing, même si bon, c'est pas juste dû à ça, soyons factuels. Et puisqu'on parle encore d'aérodynamisme, promis, après j'arrête de vous saouler avec ça, en 2008, Ferrari sort la F2008 avec son système de wheel cover. Ici, le principe est simple. Une roue, ça ressemble à ça. Et en tournant, elle va créer des mini-turbulences qui vont pouvoir affecter la bonne marche de la voiture. On parle encore ici de quelque chose qui va se jouer à coup de dixièmes de seconde, voire moins. Et un dixième de seconde, c'est ça. Un dixième de seconde sur 1 minute 30 au tour, par exemple, ou 1 minute 20 à peu près, peu importe. Donc vraiment pas grand-chose. Et la moindre différence peut faire la différence. En 2008 donc, Ferrari imagine un cache sur les roues censé permettre d'améliorer l'aérodynamisme en faisant en sorte que l'air glisse le long des roues et non pas à travers les rayons qui tournent. Et vous vous en doutez, sinon ça serait pas dans cette liste, c'est de la merde. Oui, parce que les roues avec des rayons, certes ça fait joli sur le papier, ça permet de montrer les étriers de frein. Faudrait vraiment m'expliquer l'intérêt de montrer ses étriers de frein sur sa bagnole. Je veux dire, qu'est-ce qui te manque dans la vie pour que tu aies besoin de montrer les étriers de frein de ta bagnole à des gens qui se retournent déjà même pas quand il y a des rafales ou la patrouille de France qui leur passe au-dessus de la tronche?
Bref, les roues avec des rayons ouverts, ça permet aussi de refroidir les freins, parce qu'à chaque fois qu'on freine, c'est des milliers de joules, l'unité d'énergie, qui sont transformés en chaleur par friction des plaquettes sur les disques, et cette chaleur, même s'il faut que les freins d'une Formule 1 fonctionnent à haute température pour être plus efficaces, doivent quand même être dans la bonne température. Sinon, ça fait chauffer le pneu autour, donc, je schématise, fait fondre les pneus. C'est comme si vous rouliez sur du chewing-gum ou sur du goudron fondu l'été, quoi. Et tout simplement, les freins, quand ils sont chauds, au-delà d'une certaine température, ils vont finir potentiellement par s'enflammer et enflammer toute la poussière autour et passer à un niveau d'efficacité proche de celle de la confiture. Et le wheel cover, il permet pas du tout de refroidir les freins. Donc les pneus surchauffent, les freins ne sont plus efficaces, ils perdent en accélération, dans les virages et avant les virages, parce qu'ils freinent moins bien. Et en plus de ça, cerise sur la mozzarella, ça rend les arrêts au stand beaucoup plus compliqués, avec des risques de coincer les écrous et de perdre encore du temps. Tu gagnes 1/10 de seconde d'aéro peut-être, mais tu te retrouves avec un déficit aussi long qu'un quickie d'y penser. La FIA interdira ce système pour cause de stupidité, même si depuis ils ont repensé et adopté le truc chez tout le monde. Et Ferrari, malgré son aura mythique, n'est pas exempt de catastrophes. À commencer bien entendu par leur stratégie systématiquement perdante en course. Ça va un peu mieux depuis 1 ou 2 ans, et encore que. Mais c'est vrai que c'était devenu un petit peu le point de moquerie de la Formule 1. À chaque fois qu'il y avait une mauvaise décision à prendre en course, sur le changement de pneus, sur quand arrêter ses pilotes, sur le choix du dessert à la cantine... Ou sur le choix de sa meuf, Charlot. À chaque fois, ils se plantaient comme des perdreaux. Même sans rien connaître à la Formule 1, on voit bien que c'était débile ce qu'ils faisaient. Mais on peut aussi citer la pseudo-affaire de triche en 2019, où les concurrents leur ont reproché d'avoir dépassé certaines limites moteurs autorisées. Ouais, parce qu'on peut faire des moteurs de 1 milliard de chevaux, mais tu dois te contenter de 3 Twingo de puissance. C'est mieux pour le pestacle. La FIA conclura qu'il n'y avait aucune preuve de triche, mais le fait est qu'en 2020, probablement un petit peu plus prudent, Ferrari est arrivé avec une énorme merguez, dégueulasse, et signe seulement 3 podiums en 17 courses. Une cata. On peut également évoquer leur horrible F92A en 1992. Harvey... Oh non, putain, pas encore lui. Harvey, lui-là, débarque chez Ferrari avec une voiture pas totalement finie, et alors que rien ne va chez la Scuderia. La F92A est totalement nouvelle, tout est repensé depuis l'année précédente, mais le problème, c'est que le changement à la tête de Ferrari, les petits accords entre les uns et les autres pour satisfaire tout le monde, la voiture n'est tout simplement pas finie, pas prête, pas bonne. Contrairement à moi, Charlot. Non mais ça va bien maintenant! 10 abandons en 16 courses pour le pilote français Jean Alesi et ses coéquipiers, seulement 2 podiums et 21 points inscrits. Le double fond plat censé donner plus de performance ne fonctionne pas du tout, la voiture était lente, instable et absolument pas fiable, d'où le nombre d'abandons. Et c'est comme ça, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais on peut toujours apprendre de ses erreurs, et un faux départ n'est pas une fatalité. C'est comme ça qu'une des inventions les plus débiles de la Formule 1 a débouché probablement sur une des meilleures. Dans les années 2010, dans un souci de sécurité, on cherche à protéger le pilote, et surtout sa tête. Juste son casque, c'est pas suffisant. Les mecs foncent à plus de 300, la tête en dehors du cockpit, pendant que d'autres perdent des bouts de pneus. Certains se la jouent patrouille de France à piloter la tête à l'envers, quand c'est pas des tracteurs qui viennent sur le bord de la piste. Et donc pour protéger la tête du pilote, on imagine tout un tas de choses. Comme sur une bagnole normale, un toit, des vitres, et un temps envisagé, une bulle transparente. Problème, si sur une bagnole normale on peut mettre un toit parce qu'il y a des portières, sur une Formule 1, c'est par le toit qu'il faut sortir. Donc une bulle créerait plus de contraintes et un danger significativement plus important pour les pilotes en cas de retournement, ou même en cas de feu, les rendant prisonniers de cette soi-disant protection. Sans compter la surchauffe, puisque l'air ne circule plus réellement. Cette idée sera envisagée comme une simple idée, mais ne sera jamais appliquée. Et au final, c'est pas aberrant, faut bien commencer à réfléchir quelque part, même si c'est con. Certains ont peut-être commencé YouTube en matant 12 par sec, avant de commencer à du contenu un petit peu plus professionnel. Devant l'absurdité matérielle de la bulle, elle sera rapidement abandonnée, mais laissera place à une autre idée qui a sauvé la vie de plusieurs pilotes jusque-là, Hamilton, Guanyu Zhou et bien entendu Romain Grosjean, le Halo en 2018. Si Jules Bianchi avait eu ce genre d'équipement sur sa voiture, il serait peut-être encore en train de courir pour le championnat. Mais ça, l'histoire du Halo, ça sera pour une prochaine vidéo sur la sécurité F1 que j'espère vous passionnera tout autant que celle-ci. Mais au final, sans vraiment être une invention, je crois qu'on peut dire que le truc le plus con de la F1, ça reste la créature entre le siège et le volant, les pilotes. Certains pilotes. Les pires. Et naturellement, quand je vous parle des pires noms, ceux qui vous viennent directement à l'esprit, c'est... Non, pas Nicolas Latifi, pas Jolyon Palmer, pas Nikita Mazepin ou le tristement célèbre Pastor Maldonado. Non, vraiment pire. Non, même pas Luca Badoer non plus. Bon, ok, Luca Badoer, pilote d'essai en titre chez Ferrari depuis des années, c'est un magnifique palmarès de 4 saisons en Formule 1, plus de 50 grands prix disputés et 0 points marqués.
On se souvient tous de sa prestation en 2009 quand il est rappelé par Ferrari pour remplacer Felipe Massa, mais le gars, à 38 ans, enchaîne les chronos cataclysmiques. Il est tellement lent que les autres pilotes se plaignent qu'il est un danger sur la piste. Il fait des têtes à queue tous les 4 tours, avant d'être, bien entendu, remplacé en catastrophe par Giancarlo Fisichella au bout de 2 grands prix. Mais non, vraiment, il y a pire. Jean-Denis Delétraz, le Suisse, débarque en F1, les Valoches pleines de Newf en 1994, chez Tourtel Larousse F1, qui est à l'agonie financièrement. Ouais, Tourtel la binouse, la bagnole porte le nom d'une boisson pour ados, la honte quoi. Attends, what? Résultat, le mec abandonne complètement rincé au 57e tour du dernier GP de la saison, alors qu'il a 10 tours de retard. Mais vaillant, il remet ça en 1995 chez Pacific Team Lotus. Ouais, Pacific comme le pastaga sans alcool, même si ça n'a strictement rien à voir en vrai. Mais t'imagines, la bagnole qui porterait le nom d'une boisson pour ados. Oh mais merde à la fin ça, qui touche à mes textes? Résultat, des qualifs désastreuses, il abandonne au bout de 15 tours complètement rincé au Portugal, puis finit dernier au Nürburgring avec 7 tours de retard. Mais il y a encore pire. Taki Inoue, 18 GP disputés, dont 13 abandons en 1994 et 1995. Extrêmement lent, il est surnommé la chicane mobile du soleil levant. Mais c'est même pas grâce à cet exploit qu'il va laisser sa marque sur le monde de la F1. Non. À Monaco, en 1995, il tombe en panne d'essence à l'issue de la qualif. Si. Et alors qu'il se fait remorquer à son stand, il se fait shooter par Jeannot, notre Jean Ragnotti national, en train de taper son meilleur scratch sur sa Clio. Et comme Taki, il voulait vraiment graver ce sport de son empreinte et qu'il sentait bien que ça allait pas pouvoir se faire à la pédale, il décide de réitérer l'exploit en Hongrie en se faisant shooter par la voiture de sécurité venue l'aider après sa nouvelle panne. Le génie est souvent là où on l'attend pas. Mais il y a pire! Puisqu'on parle de nos amis du soleil levant, comment ne pas évoquer la légende Yuji Ide? Ide arrive avec un CV plutôt solide et surtout un passeport japonais. Parce que, ouais, la nouvelle écurie Super Aguri F1 veut un équipage 100% nippon. Et c'est une réussite. Il se fait défoncer par son coéquipier Takuma Sato malgré une couscoussière très peu performante, il bite pas un mot en anglais, et surtout, il arrive à provoquer un spectaculaire accident avec Christian Albers au GP de San Marin, ce qui lui vaudra, sous l'impulsion de Sir Stirling Moss, la suspension de sa super licence, le permis de conduire des pilotes. Un exploit, une exception, un honneur d'une rareté extrême que même Verstappen n'a pas réussi à égaler. Yuji Ide sera alors remplacé par une tête bien connue, le grand, l'immense Franck Montagny. Mais il y a encore pire! Comme on parle des pilotes maison, pas de chauvinisme mal placé, comment ne pas évoquer le cas Belmondo? Non, pas Jean-Paul, son fils. Paul Belmondo, c'est 28 GP disputés, dont 7 GP disputés. Ouais, en fait, le mec est pilote pour March F1 en 1992, puis Pacific Grand Prix, décidément, en 1994, et est donc inscrit pour toutes les courses du championnat. Sauf que, pour pouvoir prendre part à la course du dimanche, il faut se qualifier, c'est normal ça. Mais en signant un certain temps de référence par rapport au temps de la pole position. Comme pour les étoiles au ski, où vous devez faire 20% du temps de l'ouvreur. Voilà, c'est pareil. Si tu mets 20 minutes à boucler ton tour qualif, tu rentres chez Mémé pour préparer le gratin de bled du dimanche. Bon, Paul Belmondo, c'est 28 GP, 28 week-ends, plus précisément, dont 20 fois non qualifiés. Par contre, il en manque un dans le truc, j'ai pas compris pourquoi, mais bon, bref, il prendra au final le départ de 7 Grands Prix maximum, jamais mieux qualifié que 17e, dont 2 abandons et pas un point marqué. C'était notre blague quand on était gamin, le dernier qui se faisait choisir pour l'équipe de foot ou qui courait trop lentement, à chaque fois on disait non qualifié, Paul Belmondo. Mais heureusement, il portera haut les couleurs dans d'autres catégories, comme le Dakar, 10 participations, 7 abandons, ou les 24 heures du Mans, 12 participations, 7 abandons, et il faut bien entretenir la légende, 2 fois non qualifié. Mais en vrai, à quelques exceptions près, il faut noter que c'est pas forcément des mauvais pilotes. La plupart se sont largement illustrés dans d'autres disciplines. On le voit bien aux 24 heures du Mans, Hülkenberg l'a gagné par exemple, ou cette année Robert Kubica. Bon, lui il a quand même brillé en Formule 1, le problème c'est qu'il a eu un accident grave, bon bref. Mais on peut ne pas marquer l'histoire de la Formule 1 tout en étant bon ailleurs. Le problème c'est que le niveau d'exigence en Formule 1 est tellement aberrant qu'on peut très vite se faire décrocher si on ne trouve pas la clé tout de suite. Puis perte de confiance, honnissement de jeunes youtubeurs arrogants sans palmarès, et ça te flingue une carrière. Mais le recrutement des pilotes ne se fait pas juste au talent. On l'a dit et répété, la Formule 1 coûte un pognon dingue, et malheureusement, certaines équipes ont un besoin vital de ce pognon. Jean-Denis Delétraz, payé pour rouler.
À l'époque, il a sauvé l'écurie Larousse, puis Pacific, avec les sponsors suisses qu'il a amenés avec lui. Les pilotes japonais Taki Inoue et Yuji Ide étaient là pour traîner derrière eux tout le marché asiatique en 2006. L'équipe Super Aguri voulait un duo 100% nippon pour des raisons marketing. Et c'est parce que son sponsor s'est désisté fin 95 qu'Inoue ne sera pas repris chez Minardi en 1996. Pastor Maldonado, pourtant responsable du shoot de mon pote commissaire à Monaco quand il était en F2, vous le voyez dans le documentaire Canal Les Anges de Monaco, ne devait plus avoir le droit de courir suite à cette faute inacceptable. Mais un gros chèque de papa a permis de revoir la décision à la clémence. Ne suis-je pas d'une grande clémence? Tout comme Nikita Mazepin, malgré son mauvais comportement en piste et ses sorties humainement contestables, les gros sous étaient plus forts que le reste. Ne suis-je pas d'une grande clémence? C'est pour des raisons économiques qu'on l'a appelé et des raisons politiques qu'on l'a viré. La marque des grands champions, c'est leur constance, leur possibilité à se focaliser à 100% sur la course et à enchaîner tous les tours très propres avec une régularité de métronome. Ce qui fait défaut à ces mauvais pilotes-là, c'est souvent justement leur manque de constance. Mais ça fait de bons souvenirs quand même. Sauf pour Lewis Hamilton en 2021 peut-être. Merci à tous les tipeurs, à tous les nouveaux abonnés, merci à YFood, merci la vie, merci la F1, et n'oubliez pas que... Ah mais c'est tout, la vidéo elle finit comme ça. Ouais, c'est parce qu'en fait j'avais oublié d'écrire une conclusion, je m'en suis rendu compte au moment de tourner. Allez, le génie est... Mais non, mais fais au moins une annonce pour s'abonner, je sais pas. Enfin, ah, c'est fait ça déjà. Comment ça c'est fait? Bah je sais pas, parle de la boutique avec des nouveaux designs, des éditions limitées, un super design pastel, par exemple. C'est vrai, la boutique. La nouvelle boutique est en ligne, effectivement, pour ceux qui me demandaient, on avait fermé l'ancienne depuis quelques mois. La nouvelle est désormais en ligne, et vous pouvez retrouver tous les anciens designs iconiques, ceux que vous avez appris à apprécier et ceux qui marchent vraiment, que vous aimez vraiment beaucoup, et des nouveaux designs. Design pastèque, comme la banane. Vous avez aussi en t-shirt, hommes, femmes et enfants. Bah ouais, il y a aussi pas mal d'enfants, on a pensé à vous. Également des hoodies, pour faire plaisir à Obian, parce qu'il nous engueule, parce que oui, les sweats, en fait, il n'y a pas de capuche, donc hoodies, voilà, avec la capuche. Et alors, pourquoi une nouvelle boutique? Eh bien, tout simplement parce que les anciens fournisseurs, on savait pas où c'était produit, on n'avait aucune traçabilité. Là, ici, la production est française, on fait travailler un artisan local, on a une traçabilité sur les t-shirts. Et les t-shirts sont en coton bio. Voilà, pour ceux du fond qui avaient compris que j'étais anti-bio, bah, absolument pas. Bref, là ici, on est vraiment sur quelque chose d'ultra quali, on est vraiment sur de la durabilité, et en plus de ça, local. Et surtout, on a un nouveau design en édition limitée, donc il n'y en aura pas pour tout le monde. Dépêchez-vous, c'est disponible en t-shirt, hommes, femmes, enfants, en hoodies, et également sur les sacs. C'est sur la nouvelle boutique Checkpoint T-shirt où vous achetez déjà les t-shirts, j'en ai marre d'avoir toujours raison, etc. Là ici, directement, la boutique est chez lui, c'est français, c'est traçable, c'est bio, et c'est pour vous. C'est bon cette fois? Oui. Le génie est partout. Oui.